Was wollen Sie denn von die Kleine? Gar nichts will ich. M, c'est l'abréviation de murder. Murder, le tueur, un tueur en série, sévit dans les années 30 dans une grande ville d'Allemagne. En plus, il s'attaque à des petites filles, à des fillettes. Et ça provoque un effroi dans la population, au point que la police est complètement sur les dents. Ils font des descentes sans arrêt un peu partout, et ça dérange beaucoup la pègre. Et la pègre, ils aiment pas être dérangés. Et donc pour ça, eh bien, ils vont aller à la chasse du serial killer eux-mêmes. Et bien sûr, la pègre, ils sont toujours plus efficaces que la police, Charles. Et le metteur en scène, c'est un génie du cinéma, ouais. C'est l'allemand Fritz Lang, qui est né en 1890, qui est mort en 1976, et qui reste un des grands maîtres du 7e art. Particulièrement, alors certains cinéphiles, je dirais purs et durs, estiment que sa plus grande période, c'est la période muette. La période expressionniste, où il a réalisé effectivement des films marquants, Les Trois Lumières, Métropolis, très fort, hein, Métropolis, Les Nibelungen, etc., etc., Même Le Maudit, c'est son premier film parlant, mais on est encore dans, j'allais dire, l'ambiance du muet, mais c'est un film parlant, hein, et c'est vraiment un des sommets du 7e art. Ce qu'il y a peut-être de plus magnifique dans ce film, c'est les ellipses. L'art de l'ellipse. C'est les ellipses. Oui. Le cinéma, oui. C'est l'art de l'ellipse. L'ellipse, c'est suggérer plus que montrer. Oui. Et ça provoque l'imaginaire chez le spectateur. Oui. Et l'imaginaire, c'est ce qu'il y a de plus beau au cinéma. Et là, dans ce film-là, il y a peut-être, Charles, la plus belle ellipse de l'histoire du cinéma. Je vois la scène. Du hast aber einen schönen Ball. L'ombre du meurtrier va couvrir comme une éclipse le mot meurtrier. Et c'est vraiment génial de comprendre l'effet que produit chez le spectateur l'ellipse. C'est assez indescriptible d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est suggéré pour ne pas montrer. Voilà, en fait c'est ça, c'est suggéré. Par le manque, attirer l'envie. Voilà. L'envie de voir, l'envie de comprendre, l'envie de connaître. Ça peut rebuter parce que c'est ancien, 1931, noir et blanc, etc. Mais il n'est jamais ennuyeux ce film. On ne s'ennuie pas parce qu'on a constamment de l'information. C'est-à-dire que pendant pratiquement la première heure du film, on suit l'enquête et l'enquête est tellement riche, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on entend quelqu'un qui parle et on voit en image ce qu'il est en train de raconter. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert. Wir haben Polizeihunde aufgeboten. Die besten Spürer sind auf die schwachen Pferden angesetzt worden. Aber sie haben die Spuren verloren und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden. Et donc on est chez les mafieux, on est chez le préfet, on est chez le ministre, on est chez le commissaire, on est chez les prostituées, on est dans la population, on est dans la rue, on est partout. D'ailleurs à ce sujet, le premier titre du film, c'était pas M, c'était Eine Stadt sucht einen Mörder. Une ville cherche un meurtrier, ça dit tout. Contrairement à beaucoup de films qui, de nos jours, s'attacheraient principalement aux sorties nocturnes du serial killer pour nous montrer un côté qui est plus voyeur, je sais que ce film, en fait, il traite d'un serial killer sur des petites filles. Donc c'est complètement aberrant. Je veux dire, maintenant on ferait un film comme ça, ce serait un film voyeuriste, vraiment on serait complètement choqué. Oui. Alors que là, finalement, on n'est même pas choqué, puisque le serial killer, on ne le voit jamais. On le voit simplement à la fin du film. Donc il occulte complètement l'aspect moderne de voir comment le tueur perpètre ses crimes. On ne le sait même pas. D'ailleurs, en parlant d'ellipse, eh bien simplement, à un moment, je crois que c'est un policier qui dit voilà, je vais pas vous raconter comment on a retrouvé la victime, elle est dans un état épouvantable, mais il ne donne pas plus de détails. Il ne s'attache pas du tout au côté voyeur. C'est vraiment comprendre l'implication sur les gens, l'implication sur la police, sur la pègre, sur les mendiants, sur la population que peut provoquer un tel effroi. Et ça, c'est vraiment du génie. Absolument, oui. Donc Fritz Lang tournera encore en Allemagne Le Testament du docteur Mabuse, avec également une version française, puisqu'à l'époque on ne doublait pas les films, on pouvait tourner des films en français, en allemand, en anglais, l'opéra de Katsu, etc. Puis après il quittera l'Allemagne, on sait pourquoi. On sait pourquoi, On sait pourquoi. Les années 40. Passera par la France pour un film à oublier qui s'appelle Lilium, et fera
une carrière de plus de 20 ans aux États-Unis, avec là aussi quelques grands films, Fury, L'invraisemblable vérité, qui est très intéressant sur la peine de mort. Enfin bon, de très nombreux films. J'aime beaucoup Les Contrebandiers de Moonfleet, le film d'aventure, qui est un des plus beaux films sur l'enfance qu'on ait fait. Well, Master Block, we'll settle that now. Une carrière extraordinaire qui se terminera avec ce Mabuse de 1960, le diabolique Docteur Mabuse que nous avons traité. On le verra encore dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, où il joue son propre rôle de metteur en scène. Petit à petit, sa vue déclinera, il perdra la vue et décédera donc en 1976 en restant un monstre. Je conseille d'ailleurs de retrouver dans les archives les entretiens entre Jean-Luc Godard et Fritz Lang, c'est une merveille. Belle photo. Alors la photo, on l'a dit, c'est l'expressionnisme allemand. Oui. Alors je dirais que c'est un expressionniste qui est quand même beaucoup plus contenu que d'autres films. Oui, comme, bien sûr. Voilà, bon bref, il y a des c'est films, pas Nosferatu ou Caligari. Voilà, exactement. Là, bon, on reste quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, puisque l'expressionnisme, c'est cette manière d'accentuer les perspectives dans les décors, c'est cette manière d'accentuer les effets de lumière, les contrastes. Peter Lorre, donc, siffle un air tiré d'une musique connue, du compositeur norvégien Edvard Grieg, de Per Gynt. Et c'est un leitmotiv. Ouais. On dit d'ailleurs que c'est Fritz Lang qui a inventé le leitmotiv au cinéma. Donc le leitmotiv, c'est utiliser un petit air comme un espèce de fil rouge qui revient sans cesse. Mais uniquement sifflé, il n'y a pas d'orchestre ni rien. Non, c'est uniquement le personnage sifflé. qui siffle. Oui. Je dirais d'ailleurs, point très intéressant, que si ce film est tellement austère à voir, c'est bien entendu aussi pour son manque de musique. Et là, il y avait moyen de faire une musique encore une fois, si Fritz Lang nous avait réalisé ce film dans les années 80, 90 ou aujourd'hui, il aurait trouvé un compositeur à la hauteur et la musique de ce film nous aurait amené à des sommets. Oui. Et là, la musique manque cruellement. Ça donne encore une fois cet aspect austère au film. Les années 30, c'était pas le bon moment. Et ce chef-d'œuvre, bien entendu, est regardé dans les écoles de cinéma. Oui. Bien entendu, il restera toujours. Mais je pense que pour un public lambda n'est pas prêt à regarder ce genre de film. Il faut une petite culture. Oui. Il faut l'asseoir pour lui expliquer le génie. Il faut une pédagogie pour voilà, exactement. Le seul, peut-être vraiment connu, du moins en France, c'est Peter Lorre, qui là a eu, comme Perkins pour Psychose, le rôle de sa vie. Peter Lorre, qui est né en 1904, qui est mort en 1964, et qui, là, fait une création extraordinaire. Alors, ça boostera, on peut dire, sa carrière. Alors, lui aussi ira à Hollywood, où il fera quelques films qui ont marqué le cinéma, notamment Le Faucon maltais. More than idle curiosity prompted my question. See, Mr. Spade, I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid. De John Huston. Il participera à des films d'aventure aussi, 20 milieux sous les mers, de Richard Fleischer, la production Disney avec Kirk Douglas, et réalisera, ça on le sait moins, un film en Allemagne, Un homme perdu, où il essaie de retrouver l'ambiance expressionniste des films allemands muets et un peu de M. le Maudit. Sa dernière apparition, c'est ce qu'on appelle un caméo chez Alfred Hitchcock dans Le Rideau déchiré. Le commissaire, Charles ? Très bon acteur aussi. Alors lui, je ne me rappelle plus son nom. Schlechte Arbeit, mein Junge. Il est excellent. Bien sûr, il est excellent. Bien sûr. Et le chef de la pègre. Ah oui. Ihr seid wohl verrückt, was? Die Polizei? Nee. Den holen wir uns selber. Ja. C'est Gustav Gründgens, qui est un acteur de théâtre. On ne l'a pas vu beaucoup au cinéma. Il était très populaire, enfin très connu en Allemagne, mais un acteur de théâtre et une tronche. Magnifique, oui. Alors, qui montre bien l'avenir sombre de l'Allemagne, puisque ce gars, alors vraiment, c'est la caricature du SS, faut bien le dire, avec son habit en collabo, là, vraiment très impressionnant. On est dans l'Allemagne des années 30, on est dans une grande ville, on ne sait pas, est-ce que c'est Berlin, est-ce que c'est Düsseldorf, parce que Charles, il faut quand même préciser que le film s'est inspiré d'une histoire vraie. Plusieurs faits divers assez glauques, dont l'un
qui est ce fameux vampire de Düsseldorf. Dont Robert Hossein fera un film en 62 avec lui-même. Oui. Alors pourquoi vampire ? Parce que, et là c'est une histoire vraie, hein, il avait bu le sang d'une de ses victimes. Voilà, c'est quelqu'un un tueur en série qui avait je sais pas combien de meurtres à son actif, qui a été décapité. Et ça c'était quelques années avant la préparation de ce film, donc sûrement bien entendu qu'il a inspiré Fritz Lang. Absolument, oui. Je ne sais pas si tu l'as vu en Blu-ray. Non, je l'ai vu en DVD. D'ailleurs, le DVD ne comprenait même pas de doublage, puisque je crois que tu l'as dit, Charles, à l'époque, les films n'étaient même pas doublés. Non, il n'y avait pas de doublage. Souvent, on tournait les films en plusieurs langues. Et ce sera le cas pour Fritz Lang pour son suivant. Le Testament du Docteur Mabuse, qui sera le dernier film qu'il fera en Allemagne, du moins avant... Tu sais pourquoi. Ouais, bah oui, il y a une version française et une version allemande. Et ça a été le cas, l'Opéra de Katsu, le Congrès s'amuse, le Chemin du paradis, etc. Tous ces films en plusieurs langues. En général français, allemand, anglais, voire même espagnol. L'allemand, c'est une langue qui est pas évidente, hein, qu'on comprend. Hein, il y a tout un côté austère comme ça. Oui. Voir le film en VO. Hein. À propos de l'allemand, les personnes qui étaient réticentes à la langue en disant que c'est une langue, etc., ont changé d'avis en voyant en VO Les ailes du désir. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Warten, das ist Columbo? Nee, glaube ich nicht. Der Himmel über Berlin. C'est vrai que la langue est superbe, là. Oui, non, mais c'est une langue. Non, c'est une parenthèse, bien sûr, oui. c'est une langue superbe, mais c'est une langue austère. Ah oui, dire, bien c'est sûr. une langue qui peut rebuter. Bien sûr, oui. Il y a eu un remake de M. le Maudit du réalisateur américain et non pas anglais comme certains le pensent, Joseph Losey, en 1951, avec David Wayne. Bon, c'est pas John Wayne, c'est David Wayne. J'ai pas vu le film, il est assez bien coté dans l'ensemble. Ah ouais, oui. D'accord, parce que c'est ce qu'on se dit en regardant le film, on a envie de voir une version américaine. Oui. Donc M. le Maudit, alors c'est pas un film maudit, c'est un film indispensable. Ouais, c'est parfait.